Bonjour à tous, je vous propose peut-être de commencer, de vous installer confortablement. Alors, on va commencer cette session. Moi, je suis Mireille Wimbert, je suis journaliste, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital. Nous sommes réunis aujourd'hui à ces 23e rencontres pour parler de recréer l'espoir. Et en matière de médecine, vous allez voir que l'espoir, il est vraiment là. Il y a de l'espoir partout. L'innovation est majeure en ce moment. Elle est portée évidemment par la recherche, mais elle est aussi extrêmement portée par le numérique qui va créer une vraie révolution dans un certain nombre de domaines, mais en médecine en particulier. Un simple exemple, aujourd'hui, de par le monde, vous avez 5500 robots chirurgiens qui officient. Aujourd'hui, ces robots chirurgiens sont des robots assistants, évidemment, qui ne font pas des opérations tout seuls. Dans 5-10 ans, ces robots-là, grâce au numérique, grâce aux données qu'on va injecter dans ces robots, feront les opérations tout seuls. Vous voyez, ce n'est plus de la science-fiction. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de cet espoir-là, de ces innovations-là. Alors pour en parler, le Cercle des économistes a réuni un panel exceptionnel. Vous avez des professeurs d'université, des chercheurs, des start-up, des groupes pharmaceutiques et tout à la fin de la chaîne de la santé, finalement, des financeurs. On va leur laisser la parole à chacun. Vous aurez évidemment la salle aussi, vous pourrez poser vos questions naturellement. Je vous propose maintenant de passer la parole à Pierre-Yves Joffard, qui est économiste et qui est évidemment membre du Cercle des économistes et qui va nous faire une petite introduction, un propos liminaire pour présenter cette merveilleuse table ronde. Merci Mireille, merci et bienvenue à toutes et tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'innovation en santé. C'est vrai que l'innovation, ça fait partie des choses qui peuvent contribuer à nous donner espoir, ou en tout cas qui devraient. L'innovation, elle est tous azimuts, elle n'est pas forcément uniquement en santé. Mais c'est vrai que si on pense, si on réfléchit disons aux 5 ans dernières années, quelles sont les innovations qui ont réellement changé nos vies? Alors oui, l'iPhone, oui, ChatGPT, oui, les airbags, mais l'innovation en santé, ça fait partie des innovations les plus importantes parce qu'elles peuvent nous aider à vivre plus longtemps et en meilleur état de santé. Donc on voit que ça fait partie des choses qui sont parmi les plus importantes qui déterminent les progrès des sociétés humaines. Alors l'innovation en santé, ça peut être tous azimuts. On va parler des médicaments évidemment, mais aussi des dispositifs médicaux et aussi des innovations de procédés dans les modes d'organisation. Et là, le digital peut être au cœur de véritables révolutions sur la manière d'organiser et de coordonner les différents acteurs dans la chaîne de soins. La table ronde qui est réunie ce soir est exceptionnelle par sa diversité, par sa diversité d'acteurs et aussi par sa diversité géographique. Il faut avoir en tête qu'on ne peut pas penser l'innovation en santé à l'échelle d'un pays. Ça n'a aucun sens. Les médicaments qui marchent dans un pays, ils marchent également dans d'autres pays pour soigner les mêmes maladies. Donc l'innovation en santé, il faut la réfléchir vraiment au niveau international. Sinon, on ne s'en sort pas. Les débouchés sont potentiellement internationaux, mais l'organisation de toute la chaîne qui conduit à l'innovation, elle reste en grande partie conditionnée par les caractéristiques du pays dans lequel elle se produit, du pays ou de la zone géographique. L'innovation, en santé, ça s'appuie sur un écosystème extrêmement complexe et extrêmement riche qui articule la recherche fondamentale, souvent académique, souvent publique, mais pas uniquement, qui peuvent être également... ça articule le public et le privé, donc ça articule la recherche fondamentale, la recherche plus appliquée, la recherche translationnelle, le passage de la paillasse à la boîte de médicaments ou aux produits injectables. Il ne se fait pas en 2 secondes. Il mobilise des acteurs différents. On a des chaînes de production qui sont très internationalisées et qui d'ailleurs peuvent être très vertueuses dans l'incitation et dans l'émulation que ça peut donner en termes d'innovation, mais qui peuvent aussi parfois révéler des faiblesses. On le voit sur les ruptures d'approvisionnement, sur le fait que certaines innovations ou même des médicaments plus anciens peuvent être moins disponibles. Et donc c'est international, ça dépend beaucoup aussi des contextes locaux, ça dépend beaucoup de la régulation, on a un système encore une fois d'intrication
très forte entre le public et le privé. Le public à la fois en tant qu'acteur, hein, ça peut être sur la recherche fondamentale, mais ça peut être également en tant que financeur, puisque une certaine partie des dépenses de recherche-développement peuvent être promues, peuvent être incitées par des dispositifs fiscaux, donc les politiques fiscales sont importantes. Les politiques, évidemment, d'adoption de nouveaux médicaments ont également un rôle, et ça, aujourd'hui, elles sont au niveau européen, mais elles sont différentes d'une région du monde à l'autre. Et les politiques de prix, de fixation du prix et de critères de remboursement ont un impact également potentiel sur l'innovation. Et là, elles sont vraiment à un niveau national. On ne peut pas vraiment parler du marché du médicament au niveau européen, même ne serait-ce que pour s'en tenir à cette échelle-là. Donc on a des enjeux qui partent un peu dans tous les sens potentiellement. On va essayer de partir un petit peu et de voir cette chaîne dans son évolution du plus fondamental jusqu'à ce qui bénéficie aux patients, en ayant en tête cette mission. L'innovation en santé, elle a quoi? Elle a deux missions. Trouver des nouveaux produits pour soigner des maladies qu'on savait mal soigner et prendre en charge. Ça, c'est ce qu'on a en tête. Mais deux, que ces innovations soient accessibles le plus souvent à toutes celles et à tous ceux qui en ont besoin. Aristote disait « le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». S'il y a un domaine dans lequel cette ambition est à garder en tête, c'est bien le secteur de la santé. Merci beaucoup Pierre-Yves. Eh bien, en effet, nous allons commencer par la recherche académique. Nous allons voyager un peu. Nous allons en Arabie Saoudite. Je vous présente Enas Elissa. Vous êtes madame présidente de la prestigieuse Université Princesse Noura à Riyad. Une université exceptionnelle, 33 000 étudiantes, la plus grosse université de filles dans le monde. Vous êtes naturellement une scientifique vous-même. Vous êtes docteur en anatomie et en neurobiologie. Vous avez énormément publié dans les revues académiques sur vos domaines de prédilection. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment cette université contribue au progrès médical ? Je suis désolé, je vais m'adresser à vous en anglais. Je préférerais pouvoir parler en français, peut-être dans une autre vie. Merci beaucoup Marie, merci Pierre, merci de m'avoir invité à cette conférence. Je suis tout à fait honoré d'avoir été invité à cette 23e édition de cette conférence prestigieuse. Je serais ravi de vous parler de justement l'historique de l'université. Je parle rapidement, on me dit souvent, on m'a demandé de ralentir un peu mon débit. C'était un exercice pour moi, bon, pour la traduction. Donc ça va m'aider, parler plus lentement. Donc l'université de Princesse Noura, comme on l'a dit, c'est la plus grande université pour femmes dans le monde, pas seulement en termes de dimension, mais en termes de nombre de disciplines que l'on propose à l'université. Nous avons plus de 114 programmes académiques, plus de 33 000 étudiantes, 2000 facultés. Et à l'université Princesse Noura, 15% de nos étudiants sont dans le domaine de la santé. Nous avons 5 écoles de la santé, la médecine, la dentaire, la pharmacologie, les sciences de la santé et le nursing. Et l'université de Princesse Noura, comme toutes les universités dans le monde, nous essayons de former justement des diplômés qui sont très compétitifs à l'échelle internationale. Nous nous concentrons sur 2 domaines principaux. Le premier, c'est le bien-être et la santé. Le deuxième, c'est les technologies innovantes. Je crois que c'est ici, c'est la raison pour laquelle j'ai été invité à cette conférence. Également, étant une université pour femmes, nous avons une énorme responsabilité vis-à-vis de la responsabilisation des femmes dans les postes administratifs, dans leur développement professionnel. Nous faisons des partenariats avec l'INSEAD ici en France pour former 1700 femmes d'Arabie Saoudite dans leur capacité de leadership en collaboration avec l'INSEAD. Donc on va revenir à la médecine et aux technologies innovantes. En médecine, tout évolue, tout change quotidiennement, tous les jours. Et comme on a changé les soins cliniques, on a changé l'enseignement médical. On a vraiment évolué à notre façon d'enseigner aux femmes. Et à l'université Princesse Noura, on
compte énormément sur la simulation. On a un centre de simulation, un simulateur très important, plus de 200 mannequins par exemple, on a parlé de robots chirurgicaux. Nous avons des salles de réalité virtuelle avec des robots où les élèves peuvent se former. Et pour ce qui est de la technologie et de l'innovation, 24% de nos élèves, de nos étudiantes sont en STEM, c'est-à-dire les écoles de sciences, de l'informatique et de l'engineering. Et donc, on compte énormément sur la collaboration internationale pour développer cette recherche. Et plus récemment, nous avons développé l'Académie de développement Apple, la première dans la région, basée sur les principes de l'Université Noura, qui a été lancée en 2021, en octobre. Et à ce stade, nous avons diplômé 2 cohortes de codeurs femmes. La première, hier en fait, 193 codeurs femmes. Donc on développe la capacité des femmes dans le domaine de la santé et des technologies à l'échelle internationale. Nous sommes ravis de partager nos expériences ici en France. Merci Marie. Nous allons continuer de voyager. Je vous propose de nous arrêter à Singapour, où nous allons rencontrer Dean Ho. Monsieur Ho, vous êtes à la tête du département d'ingénierie biomédicale de l'Université nationale de Singapour. Vous êtes également à la tête d'un certain nombre d'instituts de recherche, notamment en matière d'intelligence artificielle. C'est votre spécialité. Vous êtes évidemment chercheur vous-même. Vous êtes le plus jeune chercheur reçu au sein de l'Académie nationale américaine des inventeurs. Beaucoup de choses. Vous nous dites justement, nous, on pense toujours intelligence artificielle, big data. On n'a que ce mot-là finalement à la bouche, on n'entrevoit que ça. Et vous nous dites, mais en médecine, il faut faire un exercice un peu différent. Le big data, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi le small data. Il faut s'intéresser aux données du patient ou des données des groupes de patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et nous dire en quoi ça fait avancer le progrès? Thank you so much. It is a privilege to be. Merci beaucoup, c'est un privilège d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment remercié les organisateurs. Je m'adresse à vous en anglais également. Donc, je viens, comme on l'a dit, à Singapour. Je dirige l'Institut de médecine numérique. À l'Institut, nous sommes les pionniers. Nous avons actuellement 16 essais cliniques en cours. Ce qui est unique, c'est que chacune de ces essais cliniques est interventionnelle ou orientée traitement en utilisant l'intelligence artificielle, cancer du sang, les maladies infectieuses, la neurologie et au-delà. Et la question, c'est sur le big data. Et lorsqu'on a l'émergence d'une technologie prometteuse comme l'IA, par exemple, la terminologie, c'est beaucoup tourné sur la big data. Et est-ce qu'on peut recueillir des données partout dans le monde pour former un modèle IA, pour traiter la prochaine personne qui vient nous voir? Ici, tout le monde, ici dans cette salle, nous sommes toutes et tous différents. On le sait, mais les défis varient dans le temps. Et donc, lorsque l'on propose un traitement pour une maladie, par exemple, le traitement doit évoluer avec le patient. Et c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas le big data lorsqu'on traite nos patients. En fait, je prétendrais, lorsqu'un patient vient chez nous, on n'a pas de données sur ce patient. On ne dispose pas de données. Ce que l'on fait, c'est qu'on arrive et, de façon prospective, on calibre chaque patient, on varie le dosage des médicaments qu'on propose et on mesure les réponses dans le temps. On utilise cela pour créer ce que l'on appelle un avatar numérique. Et cet avatar numérique est une cartographie tridimensionnelle où on n'utilise uniquement que les données du patient pour gérer leur propre cursus de soins. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment on procède. Il y a environ 1 an, on a eu un patient qui est venu dans notre institut et ce patient avait échoué dans tous les traitements, la chimiothérapie normale, standard, l'immunothérapie, etc. Tout avait échoué. Ce patient
était pas loin d'une fin de vie, finalement. Hein, on était condamné. Et là, on a proposé une ligne de traitement à ce patient, puis il n'y a eu aucune réponse. C'est assez fréquent dans la thérapie du cancer. Alors, on a calibré le patient. On a passé du temps à essayer de voir comment la personne répondait à différents dosages. On a recueilli le biomarqueur, par exemple, voir comment il répondait, le patient répondait. Et on a créé cet avatar. Et voilà, pour ce patient, sans changer le médicament. Rappelez-vous, il ne répondait pas à une ligne de traitement à fort dosage. Mais sans changer le médicament lui-même, simplement en réduisant le dosage d'une des drogues de l'ordre de 15 %. Imaginez-vous, réduire le dosage, 50 %, pardon. On a transformé le patient. Il est devenu un répondeur. Il ne répondait pas au traitement et il a répondu au traitement. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a passé beaucoup de temps et on a apporté une qualité de vie à ce patient. On ne l'a pas fait seulement pour ce patient, mais à de nombreux patients. En utilisant leurs propres données, on a conçu des nouveaux régimes de soins et en utilisant le small data et pas le big data. Je vais conclure en disant que dans ce monde émergent, on parle de nouvelles technologies, c'est bien de penser différemment, de voir comment on procède. On est à ce stade de l'intelligence artificielle et pour le traitement du cancer, parfois moins, c'est mieux. Et je pense qu'on a cette opportunité qui est très excitante de vraiment poursuivre nos recherches dans cette révolution numérique pour plus de patients, pour que plus de patients bénéficient partout dans le monde. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Maria Pereira. Madame, vous êtes également chercheuse. Vous êtes directrice innovation d'une start-up française qui s'appelle Tissium. Vous avez cofondé Tissium avec Christophe Bancel, le petit frère de notre monsieur Bancel de chez Moderna qu'on connaît tous depuis le Covid. Vous êtes docteur en bio-ingénierie, vous êtes diplômé du MIT. Et vous aussi, vous avez été sélectionné parmi les chercheurs de moins de 35 ans dans la revue du MIT et chez Forbes aussi. Ma première question sera, donc vous faites de la recherche, vous allez nous expliquer l'innovation que propose Tissium et vous allez surtout nous parler du long parcours entre justement cette recherche académique, une fois qu'on a trouvé ce qui se passe, ce long chemin de là jusqu'à la mise sur le marché, jusqu'à la fabrication, jusqu'à l'industrialisation d'un procédé ou d'un appareil médical. Perfect. Thank you. Can you hear me? Yeah. Thank you very much. Donc, merci pour votre invitation et de partager mon expérience au cours des dernières années visant à apporter la technologie de la recherche au marché. Donc, ça, tout est en plein boom avec le Covid, les vaccins, tout ça. Les innovations sont vraiment en plein boom. On a entendu parler de toutes ces nouvelles technologies qui sont très innovantes, mais ce qui est intéressant, c'est que les blocs de construction que l'on a inventés, ont été inventés il y a des années. Au niveau académique, finalement. Ces produits que l'on trouve aujourd'hui, ça fait longtemps. Parfois, ça n'a aucun sens au départ, mais au fur et à mesure que la recherche fait des progrès et tout ça, à un certain moment, il y a des convergences, et puis à ce moment-là, il y a des découvertes, il y a des disruptions, et puis tout ça, puis il y a une explosion. Mais c'est le résultat de la contribution de nombre de personnes. Et ça, c'est l'histoire de TCOM, en fait. Pour vous donner une idée, moi, j'ai été élève en doctorante avec le professeur Jack Copeland et Bob Langer au MIT. Et très tôt, au cours de mes études doctorales, un de mes conseillers, Jeff, m'a mis en contact avec un clinicien et il m'a posé la question, est-ce que vous pouvez nous aider à développer quelque chose qui peut régler les problèmes cardiaques de façon vraiment sans que ça soit évasif pour un enfant, par exemple. Alors donc, si on part un trou dans le cœur, alors pourquoi pas le coller, pourquoi pas le boucher? Et c'est ce qu'on a dit. Voilà la première idée, créer un nouveau matériau pour être utilisé en chirurgie peu invasive, permettait de remplacer par exemple des pointitures, par exemple des agrafes, en minimisant finalement l'impact au tissu,
en réparant les tissus de façon moins traumatique. Alors, projet génial. J'ai avancé avec cette idée. J'ai collaboré avec des cliniciens, avec des ingénieurs, différentes personnes dans l'écosystème. Je pense que je vais retourner souvent. Quand on travaille sur les innovations, c'est vraiment l'humain qui est important. On rencontre tellement de gens magnifiques et le MIT a ce système extraordinaire. Il y a pas seulement le MIT, il y a le MIT, il y a les hôpitaux, il y a l'industrie. C'est un écosystème extraordinaire. On peut très rapidement comprendre ce qui est important, ce qui a du sens, de manière à qu'on puisse focaliser son énergie sur quelque chose qui en vaut la peine. Et donc, on a commencé à travailler sur le développement de ce matériau. Lorsque j'ai fini, j'ai rencontré Christophe Bancel à la fin de mon doctorat et avec un autre entrepreneur français. Et il cherchait à créer un écosystème pour lancer une nouvelle entreprise. Et puis, en fait, oui, on a commencé cette entreprise avec l'objectif justement de faire passer ce matériau au stade de la recherche à la mise en œuvre. Et donc, on pense qu'après les recherches universitaires, les recherches fondamentales, quand on va passer à l'industrialisation, ça va être plus facile, mais non. Vous savez, le fait de l'industrialisation, la production de matériaux, s'assurer qu'on aura quelque chose qui est sûr à implanter dans le patient. Donc, assurer tout cela, ça a pris beaucoup de temps. On a tiré beaucoup d'expérience de l'écosystème et moi j'ai été chanceuse en France de trouver des gens qui avaient l'expertise de façon à ce que l'on puisse assurer la réussite de ce processus. Donc, il y a trois choses importantes quand on parle d'un écosystème pour être en mesure de parler de traduction. Basically, they give La prise en charge des patients, les patients vont dire pourquoi il faut faire les choses. Vous avez la recherche académique qui va parler du quoi, mais ce qui est important, c'est l'industrie, le comment. Comment vous assurer que vous allez être couronné de succès. Vous avez une idée qui va ensuite se concrétiser pour le patient. Alors, bien sûr, il faut travailler avec de l'argent, avec des capitaux. C'est quelque chose que nous avons appris très en amont dans notre trajectoire. Nous avons un nouveau matériau. Il fallait inventer un nouveau processus de fabrication. Pour produire ce matériau. Et très rapidement, on s'est rendu compte que pour certaines étapes de fabrication, on ne pouvait pas trouver des personnes qui avaient l'expertise pour faire ce que l'on voulait. Donc en fait, il a fallu discuter avec les investisseurs, il a fallu construire notre propre site de fabrication. Pour une start-up, pour une jeune pousse, c'est un petit peu effrayant, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut faire preuve d'audace. Si vous voulez innover, si vous voulez aller de l'avant, il faut faire preuve d'audace afin d'être sur la voie du succès. Si on n'avait pas trouvé ces capitaux pour mener à bien notre projet, TICIL n'existerait pas aujourd'hui. Les idées sont importantes, mais ce qui est important, c'est de transformer les idées en réalité. Et il y a beaucoup d'étapes qu'il faut franchir. Et souvent, ces étapes sont difficiles et elles peuvent tuer dans l'œuf n'importe quelle bonne idée. Merci. J'ai précisé que vous aviez bouclé votre dernier tour de table en mai cette année et qu'au total, vous aviez levé 170 millions d'euros, ce qui est quand même une somme déjà considérable. Ouais. Nous allons rester en France. Je vais passer la parole à Jérôme Virosius. Monsieur, vous êtes directeur général de Biogarant. Biogarant, c'est un gros laboratoire français qui est un des leaders mondiaux du médicament générique et biosimilaire. Donc toutes ces innovations dont on parle, elles coûtent énormément cher, évidemment. Donc là, la question, c'est de se dire finalement comment est-ce qu'on réussit à faire passer toutes ces innovations dans un système de santé et surtout, comment on en fait profiter le plus grand nombre. Exactement, et je pense que ce qui nous a séduit dans cette table ronde, c'est le recréer l'espoir autour de la santé, parce que je pense qu'on est vraiment là au cœur d'un sujet qui est sans doute le plus sensible en termes de création d'espoir. Je pense qu'on a la chance aussi de voir une accélération de l'innovation, comme ça a été mentionné par mes prédécesseurs, qui est extrêmement forte. On passe aujourd'hui sur des innovations ultra puissantes, avec des nouvelles technologies, avec des traitements sur mesure. On est capable aujourd'hui de s'intéresser à des pathologies qui étaient de niche, des pathologies qui touchaient très peu de patients.
et aujourd'hui qu'on est capable de développer, on est en train de trouver des solutions. Bien évidemment, nous, ce progrès, que ce soit tous ceux qui font partie de cet écosystème santé, on est là pour l'encourager, on est là pour le pousser à son maximum, avec bien sûr des startups, avec de l'académique, avec donc toute cette recherche. Et puis, les laboratoires sont parfois... Et les laboratoires qui sont partie prenante, ou parce qu'ils ont déjà des plateformes, ou parce qu'ils s'associent avec des startups. Donc toute cette dynamique, elle est assez extraordinaire et je crois qu'on est en train de vivre sur ces décennies un momentum, je dirais, en termes d'accélération, d'innovation qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. Le sujet maintenant, c'est comment on s'assure que cette innovation, comme vous le mentionnez, puisse être accessible à tous. On a la chance dans certains pays d'avoir ce qu'on appelle un État-providence, un État qui est capable de prendre en charge la santé, mais jusqu'où aujourd'hui? On voit des pays qui étaient historiquement pas des États-providence, comme les US, qui sous Obama ont décidé de créer l'Obamacare, donc le Medicare maintenant, sur lequel on sent qu'il y a la volonté d'accompagner la santé de tout le monde parce que c'est un vrai sujet de fond. On était à une table ronde ce matin où des gens qui arrivent en bonne santé en France, 50% à 65 ans, des gens qui arrivent en bonne santé dans les pays nordiques, 77%. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut bien évidemment continuer à travailler la prévention, des diagnostics, je dirais, prédictifs, qui vont permettre justement d'éviter des traitements lourds le plus possible. Je pense que ce qui a été mentionné par Dean, Maria, mais aussi par Enas, c'est qu'il faut aussi mutualiser de l'information entre les pays, et je pense que l'intelligence artificielle devrait permettre de le faire aussi, et en mutualisant des datas, c'est-à-dire bénéficier des erreurs des autres, mais aussi des succès des autres, on va probablement pouvoir aussi impacter à la fois sur l'efficacité des traitements, la rapidité de sortie de ces innovations, mais aussi leur prix, puisque bien évidemment, si on mutualise des datas, c'est autant de coûts individuels qui ne sont pas prodigués. Et puis, il va falloir qu'on conjugue ça avec des enjeux à la fois stratégiques. On l'a ressenti pendant le Covid, on le ressent actuellement entre la guerre en Ukraine ou les guerres commerciales avec des pays comme la Chine, qui sont des pays continents. C'est comment on s'assure de se protéger, puisque la santé étant un élément absolument essentiel, vital, on peut le dire, pour chacun des États ou chacun des groupes d'États, comment on s'assure de protéger notre production et d'être le moins dépendant possible, en tout cas sur les médicaments les plus critiques ou les traitements les plus critiques. Donc ça, c'est un vrai sujet, la souveraineté, on en reparlera, je crois, juste après. Et donc nous, ce à quoi on croit, c'est que justement, c'est qu'il faut que l'accessibilité à ces traitements ne soit pas réservé à des happy few, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays, même des pays très avancés comme les US, où le prix moyen d'une innovation en 2023 pour un traitement dit innovant par an, c'est 226 000 $ par an par patient. Donc imaginez quand vous devez payer de votre poche tout ou partie de ce montant, c'est quasi impossible. Et donc là, on est vraiment sur du happy few. Nous, ce à quoi on croit, c'est un modèle, je dirais, extrêmement holistique, avec une très bonne gestion des cycles de vie produits. Aujourd'hui, et ça nous l'encourageons également, c'est la protection des innovations par des brevets. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui va pousser à investir 170 millions de $. C'est ce qui va pousser aussi Dean à investir sur ses datas et sa gestion des datas. Donc c'est d'être capable de protéger très fortement, je dirais, les innovations à travers les brevets. Et en revanche, mettre la même énergie une fois que le brevet arrive à échéance pour créer un cercle vertueux, pour booster des médicaments qui sont équivalents, que ce soit des génériques ou des biologiques similaires, donc c'est l'équivalent des biomédicaments, d'avoir exactement des produits à l'identique, des traitements à l'identique qui offrent la même efficacité, la même formule, la même sécurité pour les patients et qui permettent aux États de générer des économies extrêmement substantielles. Je vais prendre l'exemple de la France. Le fait d'avoir développé en France, parce qu'on est plutôt en avance par rapport à d'autres pays du monde, la dynamique justement de ces cycles de vie produits, même si elle est encore perfectible, c'est 3 milliards d'économies par an sur notre système de santé. Et je pense que ces 3 milliards, on en a plus que besoin aujourd'hui pour justement financer cette innovation qui coûte de plus en plus cher et ne pas se retrouver, et je pense que vous avez lu la presse récemment, sur, par exemple, il y a 16 innovations thérapeutiques
pour des patients atteints de cancer qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur et ne sont pas pris en charge par le système français parce que justement il y a des problèmes de ressources à un moment donné. Donc c'est comment on arrive justement à casser ce cycle-là et c'est notre proposition. Merci beaucoup. Monsieur Christian Schmitt de la Brélie, alors vous êtes au bout du bout puisque vous êtes un financeur. En France, on a effectivement notre État-providence, la sécurité sociale, et puis on a un autre dispositif au-dessus qui s'appelle l'assurance complémentaire, et vous êtes un des représentants de cette assurance complémentaire. Vous dirigez le groupe Clésia, qui est un énorme groupe de protection sociale. La protection sociale, c'est de la santé, de la prévoyance et de la retraite. Et vous allez nous parler de l'innovation à votre échelle, et surtout, ce qui est intéressant dans votre modèle, c'est que les institutions de prévoyance, c'est historique, s'intéressent aux professions. Elles ont été créées par des professions. Donc vous assurez pas des groupes d'individus, mais des branches professionnelles entières, notamment le transport, si mes souvenirs sont bons. Et vous allez nous dire comment, à travers justement ces branches professionnelles, vous tentez ou vous essayez de promouvoir l'innovation en tant que financeur, justement. Merci Mireille. En effet, notre métier est quelque part celui d'être un assureur, donc assureur dit investisseur institutionnel dans un certain nombre de domaines, mais surtout une spécificité de notre fonctionnement est d'être un assureur non lucratif. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire des pertes, ça veut dire que quelque part, finalement, notre modèle s'inscrit sur un temps qui est peut-être un peu plus long que celui du monthly report review de certains autres acteurs dans ce domaine. On contribue de fait pleinement à l'innovation santé à travers finalement un effet, une stratégie à hauteur d'homme qui est celle d'améliorer le service rendu aux entreprises et aux salariés que nous protégeons, qui veulent voir ce qui se passe tout de suite et profiter, le cas échéant, de ces nouvelles innovations, et puis globalement d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice dans la transformation du système de santé en cours. Cette transformation à ce système de santé en cours, elle retrouve un certain nombre de champs d'investigation. L'épuisement du système hospitalier et curatif traditionnel, bien évidemment, et sur lequel il nous faut développer de nouveaux dispositifs de prévention santé. On en parlait tout à l'heure dans les différences entre certains pays et du rôle de la prévention dans ce domaine. Les problématiques de désertification médicale, qui suppose de travailler sur l'accès aux soins. Et là aussi, en tant que complémentaire, nous avons été finalement les initiateurs, les start-up de la télémédecine. Elles ont été inventées pas par nos dispositifs étatiques, mais bien par les complémentaires. Et enfin, de trouver, d'aller chercher dans les centaines de milliers de start-up finalement, et qui ont leurs innovations, quels sont les nouveaux horizons qu'on voudrait appliquer de manière très pragmatique à nos clients dans ce domaine. Certains secteurs que l'on protège, on parle du transport, on parle de la branche hôtel, café, restaurant, d'autres accès dans les entreprises de la chaîne de santé, mais aussi on va protéger l'artisan des fleuristes et j'en passe, c'est des meilleurs. Comment faire le bon choix finalement dans les 300 000 applications e-santé, d'aller trouver dans le million de startups qui est les nôtres et quel processus finalement, quel modèle trouver dans ce domaine. C'est trouver finalement à s'assurer de la pérennité des startups et d'essayer de trouver, parce que nous sommes un tiers de confiance, moins que le professionnel de santé, qui lui, en tant que docteur, est très présent, mais comment finalement on doit apporter quand même une garantie sur l'utilisation de ces différentes innovations, de vérifier leur modèle et leur pérennité, et surtout de mesurer l'impact de la plus-value ainsi apportée à nos assurés. Je vous prends quelques exemples sur des programmes que l'on a fait en matière de prévention. On parlait tout à l'heure du transport. On a tout un programme sur l'écosystème des 600 000 salariés de ce secteur professionnel en France à travers un programme qui s'appelle « Transportez-vous bien ». De par le sourcing que l'on a pu mener, on a pu appliquer par exemple une start-up qui s'appelle Remedy, un bracelet de la gestion de la douleur chronique via la sécrétion d'endorphines qui est appliqué à des personnels qui finalement sont victimes classiques de fibromyalgie dans ce domaine. Et on a pu apporter le retour de cet impact par la distribution de ce plus
dans nos garanties santé, et de voir que finalement, les 2/3 des personnels, des conducteurs qui avaient utilisé ce bracelet s'en trouvaient mieux portants dans la mesure d'impact qui est la nôtre. Ça a pu être celle d'une application mobile sur des problématiques d'activité physique dans la branche hôtel, café, restaurant, à travers un programme qui s'appelle HCR Bien-être, le cas échéant. Alors après, comment est-ce qu'on va chercher ces différentes finalement start-up? Est-ce qu'un assureur, un investisseur institutionnel a la capacité d'avoir ces outils de sourcing? La réponse est non, et on s'appuie finalement, là aussi, sur des tiers de confiance dans notre écosystème. Je pense à une dynamique qui a été menée dans une association avec un industriel pharmaceutique qui s'appelle Sanofi, un autre assureur qui s'appelle Generali et d'autres personnes à travers un écosystème qui s'appelle Future for Care. Je pense à un fonds d'investissement qui avait été créé dans ce domaine par l'ensemble de la mutualité française qui s'appelle Mutuelle Impact, et qui va aller faire un sourcing d'un certain nombre finalement de ces startups que l'on va justement petit à petit utiliser dans ce domaine. Donc bien évidemment, l'ensemble de ces progrès ne passe pas uniquement par la technologie, mais aussi sur des programmes de prévention basiques et sur lesquels on engage, on reparlait du transporteur, finalement avoir un certain nombre d'activités physiques, d'avoir un certain nombre de suivis de process peut-être un peu difficiles sur le temps du sommeil, de l'addiction, de la nutrition, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et là, globalement, on y applique dans ces programmes systématiquement des sondages de retour de mesures d'impact. Aujourd'hui, sur le champ de ce programme Transportez-vous bien, 92% des salariés qui se sont inscrits dans ce programme ont suivi les recommandations et 70% ont vu leur état de santé s'améliorer. Donc on voit que ça fonctionne. Donc voilà un peu notre démarche, très pragmatico-pratique vis-à-vis des populations concernées. Mais notre rôle, vous l'avez compris, puisque nous sommes une entreprise à but non lucratif et plutôt une société de personnes qui permet d'avoir le temps long et de s'inscrire aussi résolument en tant qu'assureur d'intérêt général. Et là aussi, d'avoir des choix de mécénat sur le long terme d'un certain nombre d'investissements que nous avons pu mener. Je peux citer des exemples. Nous avons contribué à mettre sur pied la fondation à la Pitié-Salpêtrière, qui est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, sur lequel nous sommes un des membres actifs de son conseil d'administration. Nous avons énormément investi dans une structure émanante du CEA dans sa direction de la recherche technologique qui s'appelle Clinatech, qui, à travers tout un programme qui s'appelle le Brain Computer Interface, que vous avez peut-être pu voir récemment par une publication et un certain nombre d'éléments qui ont été mis en avant, le cas échéant par le dernier symposium santé en la matière, montre que derrière, là aussi, on est mécène sur le long terme. On ne va pas y rechercher finalement un retour immédiat sur le fait d'investir dans la recherche je dirais, neurochirurgicale à court terme, ou d'investir dans des pathologies qui permettent finalement, à travers des capteurs, alors que la colonne vertébrale est sectionnée, d'avoir un exosquelette et de dire « lève-toi et marche » et de montrer que ça fonctionne. On est dans des éléments qui nous emmènent après-demain sur ce sujet-là, mais qui nous permettent d'aller bien en avant. Et nous partons toujours dans nos réflexions dans ce domaine à aller chercher au pied du terrain, à travers finalement des remontées dans ces sujets qui étaient liés à la branche transport, qui peuvent être liés à d'autres branches. Nous protégeons notamment le secteur des banques de niche, des banques d'affaires, et se pose là aujourd'hui tout un problème de fertilité des jeunes cadres dynamiques tournés résolument vers l'avenir. C'est amusant. Et là aussi, d'avoir toute une réflexion, et nous réfléchissons avec un autre industriel pharmaceutique et des spécialistes en matière de fertilité au sens large, comment répondre face à des problèmes démographiques, à trouver des solutions de jeunes cadres à haut potentiel qui s'investissent énormément dans leurs jeunes années et qui à un moment se disent « Oups, j'ai oublié quelque chose ». Et donc voilà un peu notre réflexion qui peut être très en amont, très en aval, mais qui nous permettent
d'avoir une réponse très pragmatique vis-à-vis des personnes que l'on couvre, tout en étant 5e assureur santé en France, de réfléchir en fonction du temps long. Voilà. Merci Christian. Alors écoutez, il nous reste 15 minutes. Moi, évidemment, j'ai encore des milliers de questions à poser à nos intervenants, mais peut-être en avez-vous, vous aussi. Et je pense qu'il faut peut-être vous donner la priorité. Est-ce qu'un micro peut circuler dans la salle? On a une question ici, un monsieur là-bas. Oui. Monsieur, si vous pouvez vous présenter et nous dire à qui vous posez votre question. Alors, je suis médecin, je suis monsieur Prorel, j'habite en Provence, je suis donc chez moi. Et je pose la question au responsable du laboratoire Biogarant. D'abord, une remarque et ensuite une question. Ou plutôt d'abord une question. Je sais que les principes actifs sont achetés en Chine ou au Pakistan. Moi, j'aimerais être certain, en tant que prescripteur, qu'il y ait une sécurité suffisante sur la qualité des produits qu'on rachète, parce que je ne suis pas certain qu'il y ait des contrôleurs qui puissent rentrer dans toutes les usines et en Chine et au Pakistan. Et j'aimerais savoir comment vous vous assurez de la qualité de vos produits. Ça, c'est la première question. Et la remarque que je fais, c'est que ça concerne les génériques. J'ai quand même un petit peu peur que les génériques tuent quelque part la recherche. Parce que finalement, bon, vous récupérez les molécules au bout de 20 ans, mais le labo qui s'est décarcassé pour la trouver, est-ce qu'il va être tenté de dépenser des milliards pour ensuite voir ces molécules partir sous forme de générique? Enfin, ça, c'est une remarque. C'est surtout monsieur. La question sur l'origine. Merci. Monsieur, je vous remercie beaucoup pour votre question qui est extrêmement pertinente. Plusieurs sujets finalement qui vont toucher aussi à peut-être la question suivante qu'on aurait pu se poser. On va parler aussi de souveraineté, on va parler aussi de proximité de nos marchés. En fait, si vous voulez, on a la chance en France et en Europe d'avoir les agences de sécurité avec les États-Unis les plus performantes au monde. Donc les produits aujourd'hui ont des niveaux de contrôle, c'est-à-dire chaque lot produit, donc chaque petite série de fabrication de produits est vérifiée intégralement, toutes sans exception, avant d'être mise sur le marché. C'est ce qu'on appelle la libération des lots. Et pour avoir une libération des lots, il faut des contrôles extrêmement drastiques à toutes les étapes en fait, de la fabrication du produit, bien évidemment, jusqu'à sa commercialisation. Après, sur la partie, et c'est une très bonne question aussi, ça revient un peu sur le sujet des cycles de vie. En fait, il faut le voir comme quelque chose de vertueux. Quand vous êtes un laboratoire innovant, vous avez besoin d'avoir la garantie que votre innovation va pouvoir arriver vite sur le marché et sur les marchés mondiaux. Quand je dis le marché, c'est le marché mondial. D'arriver vite sur les marchés mondiaux au bon prix parce que vous avez beaucoup investi en recherche, vous avez beaucoup investi en développement. Il y a eu beaucoup de coûts aussi, d'erreurs entre guillemets, d'échecs dans la recherche avant d'arriver à la solution finale. Et le brevet est là pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un brevet d'une durée de 20 ans, ce qui est à peu près la moyenne pour des médicaments, en fait, pendant 20 ans, quand vous allez voir les différentes autorités de santé du monde entier, vous négociez votre prix de telle sorte que pendant ces 20 années, vous arrivez avec le prix qui vous a été octroyé à totalement amortir votre recherche et votre développement, tout en plus en créant de la marge, parce que l'idée, c'est aussi de financer votre prochaine innovation. Et l'avantage, parce qu'au bout du bout, qui est-ce qui paye? C'est ou l'État, ou les gens indirectement en payant des impôts, et que si jamais, parce que les budgets sont quand même contraints, si on ne trouve pas de source d'économie une fois que le brevet est terminé, c'est là où justement on va faire gripper le modèle, et c'est là où justement l'innovation va être totalement stoppée, parce que tous les labos vont se dire, si c'est pour avoir un prix extrêmement faible ou non garanti, qui ne prendra pas en compte nos investissements, c'est pas la peine. Il vaut mieux avoir 20 ans de prévisibilité au bon prix pour pouvoir continuer justement derrière à pérenniser notre modèle et justement stimuler l'innovation, ce dont on parlait tout à l'heure. Sur la partie proximité géographique, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous exposiez, c'est qu'il y a un certain nombre de principes actifs, pas tous fort heureusement, mais il y a un certain nombre de principes actifs qui se sont éloignés du continent européen. Tout simplement justement pour des problématiques de prix. Et donc aujourd'hui, il y a une volonté européenne et française bien évidemment, mais européenne au global, de rapatrier des principes actifs sur le territoire français
mais aussi toute la création de valeur sur le territoire français et européen pour pouvoir justement à la fois allier, et c'est là où on va allier en fait finalement deux points essentiels et importants qui viennent juste après bien évidemment l'efficacité du produit qui est à mettre au plus haut de la pyramide. C'est la souveraineté, entre guillemets, c'est-à-dire le côté stratégique de maîtriser son système de santé de la fabrication jusqu'à la mise sur le marché sur le continent européen. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va aussi jouer un rôle qui devient de plus en plus important, qui est bien évidemment les émissions. Aujourd'hui, le système de santé, c'est 8% des émissions en France. Je prends l'exemple de la France, des émissions de CO2, des émissions de carbone. Et donc, l'idée, c'est que en rapatriant le plus possible les principes actifs et la création de valeur sur le territoire européen ou sur le continent qui sera concerné, que ce soit le continent asiatique, que ce soit le continent africain, enfin peu importe, chaque continent, et d'avoir cette proximité circuit court va permettre en plus finalement d'allier ces deux objectifs, faire en sorte que cette industrie reste stratégiquement maîtrisée par les États avec des circuits courts à proximité des patients, et de l'autre, jouer un rôle important sur les émissions et la décarbonation de cette industrie. Merci, Monsieur Virocius. Madame avait une question? Yes, I have a question specifically. Oui, j'ai une question qui est pour la présidente de l'Université Princesse Nora. Je suis fasciné par le travail que vous faites avec les femmes et toutes les personnes qui ont eu du succès ont dû finalement faire face à de l'adversité, à des problèmes. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous dû faire pour arriver là où vous êtes et quel message feriez-vous passer justement? Comment vous avez fait en sorte que les femmes puissent prendre cette responsabilité et franchir les... Je suis Marilyn Sherman des États-Unis. Merci Marilyn. Comment vous avez fait pour arriver là où vous êtes? C'est la vision 2030. J'aimerais dire que c'est moi, mais je suis chanceuse. Je vis au sein de la vision 2030. Ça a transformé nos vies en Arabie Saoudite. Moi, j'ai été élevé en Amérique du Nord. Je suis rentré en 2004 et j'ai été professeur d'université depuis ce moment-là. Mais ma vie a changé en 2016 avec le lancement de la vision 2030. C'est un plan pour l'avenir. Ça transforme tout ce que l'on fait en Arabie Saoudite dans le domaine de la recherche, développement de l'innovation, comme Jérôme l'a mentionné. Nous sommes passés de la recherche d'abord. J'étais impliqué là-dedans. Après ça, on est passé dans l'innovation. Maintenant, l'Arabie Saoudite est devenue une autorité et a augmenté ses investissements à 2,5% du PIB. Donc, en investissement par chance, il y a un objectif dans le cadre de la vision 2030 qui fait état justement de la pertinence de responsabiliser les femmes. Et moi, j'ai le privilège, je suis honoré de vivre dans cette période dans le cadre de l'horizon 2030. Et actuellement, vraiment, il n'y a pas un meilleur endroit que l'Arabie Saoudite dans le cadre justement de cette vision 2030 pour faire les choses. Question ou est-ce que c'est à mon tour à nouveau? Non, il y a une question ici. Le thème est médecine, on n'arrête pas le progrès. Je me pose la question, quand est-ce qu'on va trouver des solutions significatives pour des maladies comme Alzheimer et Parkinson? Alors ça, je laisse la réponse aux chercheurs qui sont là ou aux spécialistes. Monsieur O? Yeah, so when thinking about kind of the major... Quand on pense aux maladies principales de notre génération, bon, j'ai parlé du cancer plus tôt, mais lorsqu'on parle des problèmes neurologiques, je pense qu'on est à un moment actuellement où par les technologies comme l'intelligence artificielle, notre capacité de découvrir des nouvelles thérapies va s'accélérer. Je pense qu'il y a des barrières substantielles qui existent lorsqu'on commence. Donc, on aime bien de réunir différentes disciplines
Mais je pense que lorsqu'on lance une nouvelle innovation comme l'intelligence artificielle, en fait, on demande à l'intelligence artificielle d'inventer un nouveau médicament, finalement, qui va nous aider à faire face aux défis. Mais lorsqu'on regarde le continuum par rapport à l'IA qui découvre des nouveaux médicaments, bon, il faut être patient parce que Parkinson, Alzheimer, la LS, par exemple, il y a ce cycle de vie, bon, on découvre des nouvelles molécules et on s'aperçoit qu'il faut les combiner à d'autres molécules. On utilise des méthodes très traditionnelles pour faire ces combinaisons. Et en fait, on travaille sur la base d'années et on apprend trop lentement. Et on est à ce stade où il faut réduire ces limitations en accélérant ce que l'on peut faire avec des choses comme l'intelligence artificielle, mieux combiner les éléments. Et puis, lorsqu'on pense qu'on a un bon médicament, une bonne combinaison, à ce moment-là, souvent, on les dose au plus haut niveau. Parce qu'on pense que plus on donne de ce médicament, plus on va avoir d'effets. Mais il s'avère que parfois, des dosages inférieurs donnent des meilleurs résultats. Donc, on fait des bons progrès. Je pense qu'on a beaucoup à faire encore. Et lorsqu'on pense à ce panel ici, par exemple, c'est en fait une réunion du spectre de l'innovation magnifique. Par exemple, si on parle des aspects économiques pour l'accessibilité, l'éducation. Lorsqu'on pense à ces technologies, il faut qu'on réfléchisse à jeter des ponts entre différentes disciplines le plus tôt possible, de manière à ce qu'on n'ait plus autant de retard dans l'évolution des découvertes. Merci, M. Hall. La dernière pour Madame Pereira. Vous m'avez dit, et ça m'a intéressé, que en matière de recherche, le régulateur européen, vous avez jeté dans les bras des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, mais très vite? Well, so we are TCM, the technology that we are developing are medical devices, and the regulation of medical devices is changing in Europe. There is, perhaps most of you should remember, there was a few years ago a scandal with PIP, so a company, a lab in France that was changing the grade of silicone. Pardon. Donc, il y avait des problèmes de qualité industrielle, par exemple. Il y a eu des fraudes, mais ceci a conduit à des changements au niveau des réglementations, des approches médicales. Bon, il y avait un besoin en Europe de faire évoluer la réglementation et tout ça, mais je pense que les changements, il ne s'agit pas de gérer les risques, c'est l'aversion des risques. Alors, je pense que le coût de ce changement il y a une possibilité que les coûts de ces changements vont être plus élevés que les bénéfices. Donc, ça va apporter plus de problèmes que de résultats positifs. Donc, une question de gestion des risques, avantages, inconvénients. Donc, pour nous, à la start-up, on peut travailler sur les marchés européens, mais c'est très imprévisible. Il y a trop de délais. Donc, pour une entreprise de notre taille, eh bien, s'il y a quelque chose qui est imprévisible, on a le problème d'investisseurs et tout ça, on ne veut pas dépenser notre énergie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Alors, si on rajoute des problèmes, c'est pas ce qu'on veut faire. C'est une des raisons pour lesquelles, actuellement, dans notre stratégie réglementaire, justement, on donne priorité au marché américain. Et on espère pouvoir venir en Europe assez rapidement et d'avoir l'approbation des autorités réglementaires européennes. Mais les régulations doivent protéger les patients, mais parfois, protéger les patients, c'est de s'assurer que les bons mécanismes sont en place pour protéger les patients tout en donnant l'accès à l'innovation. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à l'ensemble, à toutes les intervenantes et tous les intervenants. Quand on organise une table ronde sur l'innovation, en fait, l'innovation, on parle du risque. Et organiser une table ronde sur l'innovation, c'est aussi prendre un certain nombre de risques, parce que le risque potentiel, c'est que ça parte vraiment dans tous les sens. On a vu que c'est un système complexe qui mobilise beaucoup de directions. La manière dont on gère ce risque, parce que le risque, ça se gère,
ça s'appuie sur deux outils principaux. Un, c'est inviter des intervenants exceptionnels. Donc ça, vous avez vu, ça, de ce point de vue-là, ça a bien fonctionné. Le deuxième, c'est essayer d'écrire une note de cadrage pour restreindre un peu, pour essayer d'éviter les trop grandes surprises. En même temps, les surprises sont bienvenues. Et moi, je trouve que parmi les discussions ici, on montrait que, en fait, l'innovation, ça s'anticipe pas forcément très bien. Et on est toujours dans le domaine du risque. Donc, on a parlé de sujets dont on n'avait pas forcément anticipé. On a parlé d'innovation dans l'enseignement, et c'est un point important qu'on sous-estime parfois dans l'analyse des systèmes d'innovation. On a parlé de small data, ce qui est assez, à l'heure où tout le monde parle du big data, c'est aussi, on n'avait pas forcément anticipé ça. On a parlé aussi de la vie du médicament après le brevet, alors que très souvent on insiste sur la question critique, est-ce que les brevets c'est bien, est-ce qu'il faut plus court, plus large, etc. ou pas. Non, la question de la vie du médicament après le brevet, ça fait aussi partie des problématiques d'innovation. On a parlé du financement, de la prévention. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on parle de la question de la fertilité des banquiers d'affaires, par exemple. Ça, c'était une grande surprise. Et ça montre que, quand on parle d'innovation, on a des surprises, mais que c'est ce genre de risque qu'il faut savoir prendre, parce que c'est de ce genre de risque que reviendra ou que peut venir l'espoir dans des nouveaux traitements, des choses qui vont nous surprendre, qui vont nous émerveiller, qui vont nous permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé grâce à nous tous. Donc merci encore une fois à tous les intervenants. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout. Ça continue et merci.